Conan Doyle, Chien des Baskerville, chapitre 1, Monsieur Sherlock Holmes. Ce matin-là, Monsieur Sherlock Holmes, qui, sauf les cas assez fréquents où il passait les nuits, se levait tard, était assis devant la table de la salle à manger. Je me tenais près de la cheminée, examinant la canne que notre visiteur de la veille avait oubliée. C'était un joli bâton, solide, terminé par une boule, ce qu'on est convenu d'appeler une permission de minuit. Immédiatement au-dessous de la paume, un cercle d'or, large de 2 centimètres, portait l'inscription et la date suivante à M. James Mortimer, ses amis du CCH, 1884. Cette canne, digne, grave, rassurante, ressemblait à celle dont se servent les médecins vieux jeux. « Eh bien, Watson, me dit Holmes, quelle conclusion tirez-vous » Holmes me tournait le dos et rien ne pouvait lui indiquer mon genre d'occupation. « Mais comment savez-vous ce que je fais ? Oh, je crois vraiment que vous avez des yeux derrière la tête. » Non, mais j'ai en face de moi une cafetière en argent, polie comme un miroir. Alors, Watson, communiquez-moi les réflexions que vous suggère l'examen de cette canne. Nous avons eu la malchance de manquer hier son propriétaire, et, puisque nous ignorons le but de sa visite, ce morceau de bois acquiert une certaine importance. Je pense, répondis-je, suivant de mon mieux la méthode de mon compagnon, que le docteur Mortimer doit être quelque vieux médecin, très occupé, très estimé, puisque ceux qui le connaissent lui ont donné ce témoignage de sympathie. Bien, approuva Holmes, très bien. Je pense également qu'il y a de grandes probabilités pour que le docteur Mortimer soit un médecin de campagne qui visite la plupart du temps ses malades à pied. Pourquoi ? Oh, parce que cette canne, fort jolie quand elle était neuve, m'apparaît tellement usée que je ne la vois pas entre les mains d'un médecin de ville. L'usure du bout de fer témoigne de longs services. Parfaitement exact, approuva Holmes. Et puis il y a encore des mots là, ces amis du CCH. Oh, je devine qu'il s'agit d'une société de chasse. Le docteur aura soigné quelques-uns de ses membres qui, en reconnaissance, lui ont offert ce petit cadeau. En vérité, Watson, vous vous surpassez, fit Holmes en reculant sa chaise pour allumer une cigarette. Je dois avouer que dans tous les rapports que vous avez bien voulu rédiger sur mes humbles travaux, vous ne vous êtes pas assez rendu justice. Vous n'êtes peut-être pas lumineux par vous-même, mais je vous tiens pour un excellent conducteur de lumière. Il existe des gens qui, sans avoir du génie, possèdent le talent de le stimuler chez autrui. Je confesse, mon cher ami, que je suis votre obligé. Auparavant, Holmes ne m'avait jamais parlé ainsi. Ces paroles me firent le plus grand plaisir, car jusqu'alors, son indifférence aussi bien pour mon admiration que pour mes efforts tentés en vue de vulgariser ses méthodes m'avait vexé. De plus, j'étais fier de m'être assimilé son système au point de mériter son approbation quand il m'arrivait de l'appliquer. Holmes me prit la canne des mains et l'examina à son tour pendant quelques minutes. Puis, soudainement intéressé, il posa sa cigarette, se rapprocha de la fenêtre et la regarda de nouveau avec une loupe. « Intéressant, quoique élémentaire, fit-il, en retournant s'asseoir sur le canapé dans son coin de prédilection. J'aperçois sur cette canne une ou deux indications
qui nous conduisent à des inductions. Quelque chose m'aurait-il échappé, dis-je d'un air important. Je ne crois pas avoir négligé le détail essentiel. Je crains, mon cher Watson, que la plupart de vos conclusions ne soient erronées. Quand je prétendais que vous me stimuliez, cela signifiait qu'en relevant vos erreurs, j'étais accidentellement amené à découvrir la vérité. Oh, dans l'espèce, vous ne vous trompez pas complètement. L'homme est certainement un médecin de campagne, et il marche beaucoup. Alors j'avais donc raison. Ah oui, pour cela. Mais c'est tout. Non, non, mon cher Watson, pas tout. Tant s'en faut. J'estime, par exemple, qu'un cadeau fait à un docteur s'explique mieux venant d'un hôpital que d'une société de chasse. Aussi, lorsque les initiales C.C. sont placées avant celles désignant cet hôpital, les mots Charing Cross s'imposent tout naturellement. Peut-être. Oh, les probabilités sont en faveur de mon explication. Et si nous acceptons cette hypothèse, nous avons une nouvelle base qui nous permet de reconstituer la personnalité de notre visiteur inconnu. Alors, en supposant que CCH signifie Charing Cross Hospital, quelles autres conséquences en déduirons-nous? Vous ne les trouvez pas? Vous connaissez ma méthode. Appliquez-la. La seule conclusion évidente est que notre homme pratiquait la médecine à la ville avant de l'exercer à la campagne. Nous devons aller plus loin dans nos suppositions. Suivez cette piste. À quelle occasion est-il le plus probable qu'on ait offert ce cadeau? Quand les amis du docteur Mortimer se seraient-ils cotisés pour lui donner un souvenir? Certainement, au moment où il quittait l'hôpital pour s'établir. Nous savons qu'il y a eu un cadeau. Nous croyons qu'il y a eu passage d'un service d'hôpital à l'exercice de la médecine dans une commune rurale. Dans ce cas, est-il téméraire d'avancer que ce cadeau a eu lieu à l'occasion de ce changement de situation? Bon, cela semble très plausible. Maintenant, vous remarquerez que le docteur Mortimer ne devait pas appartenir au service régulier de l'hôpital. On accorde ses exploits qu'aux premiers médecins de Londres, et ceux-là ne vont jamais exercer à la campagne. Alors qu'était-il alors? Un médecin auxiliaire. Il est parti il y a 5 ans, lisez la date sur la canne. Ainsi votre médecin grave entre deux âges s'évanouit en fumée, mon cher Watson. Et à sa place, nous voyons apparaître un garçon de 30 ans, aimable, modeste, distrait, et possesseur d'un chien que je dépeindrais vaguement plus grand qu'un terrier, plus petit qu'un mastif. Je souris d'un air incrédule, tandis que Holmes se renversait sur le canapé en lançant au plafond quelques bouffées de fumée. Je ne puis contrôler cette dernière assertion, dis-je, mais rien n'est plus facile que de nous procurer certains renseignements sur l'âge et les antécédents professionnels de notre inconnu. Je pris sur un rayon de la bibliothèque l'annuaire médical et je crus à la lettre M. J'y trouvai plusieurs Mortimer, un seul pouvait être notre visiteur. Je lus à haute voix. Mortimer, James, M.R.C.S.,
1882. Grimpen, Dartmoor, Devon. Interne de 1882 à 1884 à l'hôpital de Charing Cross. Lauréat du prix Jackson pour une étude de pathologie comparée intitulée L'hérédité est-elle une maladie? Membre correspondant de la Société pathologique suédoise. Auteur de Quelques caprices de l'atavisme. The Lancet, 1882. Progressons-nous. Journal de pathologie 1883. Médecin autorisé pour les paroisses de Grimpen, Thomsley et Hyde-Barrow. Watson, il n'est nullement question de société de chasse, fit Holmes avec ce sourire narquois, mais bien d'un raisin de campagne, ainsi que vous l'avez finement pronostiqué d'ailleurs. Mes déductions se confirment. Quant au qualificatif dont je me suis servi, j'ai dit, si je me souviens bien, aimable, modeste et distrait. Or, on ne fait de cadeaux qu'aux gens aimables. Un modeste seul abandonne Londres pour se retirer à la campagne. Et il n'y a qu'un distrait pour laisser sa canne au lieu de sa canne de visite, après une attente d'1 heure dans notre salon. Et le chien, repris-je. Le chien porte ordinairement la canne de son maître. Comme elle est lourde, il la tient par le milieu fortement. Regardez la marque de ses crocs. Elle vous indiquera que la mâchoire est trop large pour que le chien appartienne à la race des terriers et trop étroite pour qu'on le range dans celle des mastifs. C'est peut-être, oui parbleu, c'est un épagnol. Tout en parlant, Holmes s'était levé et arpentait la pièce. Il s'arrêta devant la fenêtre. Sa voix avait un tel accent de conviction que la surprise me fit lever la tête. « Mais comment, mon cher ami, dis-je, pouvez-vous affirmer cela ?»« Pour la raison bien simple que j'aperçois le chien à notre porte et que voilà le coup de sonnette de son maître. Restez, Watson. Le docteur Mortimer est un de nos confrères. Votre présence me sera peut-être utile. » Que vient demander le docteur Mortimer, homme de science, à Sherlock Holmes, le spécialiste en matière criminelle? Entrez. M'attendant à voir le type du médecin de campagne que j'avais dépeint, l'apparition de notre visiteur me causa une vive surprise. Le docteur Mortimer était grand, mince, avec un long nez crochu qui débordait entre 2 yeux gris perçants, rapprochés l'un de l'autre et étincelant derrière des lunettes d'or. Il portait le costume traditionnel, mais quelque peu négligé, adopté par ceux de sa profession. Sa redingote était de couleur sombre et son pantalon frangé. Quoique jeune, son dos se voûtait déjà. Il marchait la tête penchée en avant et son visage respirait un air de grande bonhomie. En entrant, il aperçut sa canne dans les mains de Holmes et il se précipita avec une expression joyeuse. « Ah, quel bonheur !» dit-il. « Je ne me souvenais plus où je l'avais laissée. Je ne voudrais pas perdre cette canne pour tout l'or du monde. »« Un cadeau, n'est-ce pas ?» interrogea Holmes. « Oui, monsieur. De l'hôpital de Charing Cross. Oui, de quelques amis que j'y comptais à l'occasion de mon mariage. »« Ah, fichtre, c'est ennuyeux, » répliqua Holmes en secouant la tête. Le docteur Mortimer, légèrement étonné,
cligna les yeux. Qu'y a-t-il d'ennuyeux? Vous avez dérangé nos petites déductions. Vous dites votre mariage. Oui, pour me marier, j'ai quitté l'hôpital. Je désirais me créer un intérieur. Allons, dit Holmes, après tout, nous ne nous sommes pas trompés de beaucoup. Et maintenant, docteur Mortimer. Non, monsieur. Monsieur Mortimer, tout bonnement. Un humble MRCS. Ah, et évidemment, un homme d'esprit pratique. Oh, un simple minus abasse, un ramasseur de coquilles sur le rivage du grand océan inconnu de la science. C'est à monsieur Sherlock Holmes que je parle. Oui, et voici mon ami, le docteur Watson. Très heureux de faire votre connaissance, monsieur. J'ai souvent entendu prononcer votre nom avec celui de votre ami. Vous m'intéressez vivement, monsieur Holmes. J'ai rarement vu un crâne aussi dolicocéphalique que le vôtre, ni des bosses supraorbitales aussi développées. Voulez-vous me permettre de promener mon doigt sur votre suture pariétale? Un moulage de votre crâne, monsieur, en attendant la pièce originale, ferait l'ornement d'un musée d'anthropologie. Oh, loin de moi toute pensée macabre, mais je convoite votre crâne. Holmes montra une chaise à cet étrange visiteur. Vous êtes un enthousiasme de votre profession, comme je le suis de la mienne, dit-il. Je devine à votre index que vous fumez la cigarette. Oh, ne vous gênez pas pour en allumer une. Notre homme sortit de sa poche du papier et du tabac et roula une cigarette avec une surprenante dextérité. Il avait de longs doigts, aussi agiles et aussi mobiles que les antennes d'un insecte. Holmes demeurait silencieux, mais ses regards, obstinément fixés sur notre singulier compagnon, me prouvaient à quel point celui-ci l'intéressait. Enfin, Holmes parla. Je présume, monsieur, dit-il, que ce n'est pas seulement pour examiner mon crâne que vous m'avez fait l'honneur de venir me voir hier et de revenir aujourd'hui. Non, monsieur, non, bien que je me réjouisse de cet examen. Je suis venu, monsieur Holmes, parce que je reconnais que je ne suis pas un homme pratique, et ensuite parce que les circonstances m'ont placé en face d'un problème aussi grave que mystérieux. Je vous considère comme le second parmi les plus habiles experts de l'Europe. Oh, vraiment? Puis-je vous demander le nom de celui que vous mettiez en première ligne? Fit Holmes avec un peu d'amertume. L'œuvre de M. Bertillon doit fort impressionner l'esprit de tout homme amoureux de la précision scientifique. Alors, pourquoi ne le consultez-vous pas? J'ai parlé de précision scientifique, mais en ce qui concerne la science pratique, il n'y a que vous. J'espère, monsieur, que je n'ai pas involontairement... Oh, un peu, interrompit Holmes. Il me semble, docteur, que, laissant ceci de côté, vous feriez mieux de m'expliquer exactement le problème pour la solution duquel vous réclamez mon assistance. Chapitre 2. La malédiction des Baskerville. J'ai dans ma poche un manuscrit, commença le docteur. Oh, je l'ai aperçu quand vous êtes entré, dit Holmes. Il est très vieux. Du XVIIIe siècle, à moins qu'il ne soit faux. Comment le savez-vous? Pendant que vous parliez, j'en ai entrevu 5 ou 6 centimètres. Vous serez un piètre expert,
Celui qui, après cela, ne pourrait préciser la date d'un document à une dizaine d'années près. Avez-vous lu ma petite monographie sur ce sujet? Je place le vôtre en 1730. Il est exactement de 1742, répondit Mortimer en sortant le manuscrit de sa poche. Ces papiers m'ont été confiés par Sir Charles Baskerville, dont la mort tragique a causé dernièrement un si grand émoi dans le Devonshire. J'étais à la fois son médecin et son ami. D'un esprit supérieur, pénétrant, pratique, il se montrait aussi peu imaginatif que je ne le suis beaucoup moi-même. Cependant, il ajoutait très sérieusement foi au récit contenu dans ce document et, cette fois, le préparait admirablement au genre de mort qui l'a frappé. Holmes prit le manuscrit et le déplia sur son genou. Vous remarquerez, Watson, me dit-il, que les S sont indifféremment longs et courts. C'est une des quelques indications qui m'ont permis de préciser la date. Par-dessus son épaule, je regardais le papier jauni et l'écriture presque effacée. En tête, on avait écrit Baskerville Hall et au-dessous, en gros chiffres mal formés, 1742. Oh, je vois qu'il s'agit de sortilège, fit Holmes. Oui, c'est la narration d'une légende qui court sur la famille de Baskerville. Je croyais que vous désiriez me consulter sur un fait plus moderne et plus précis. Très moderne et sur un point précis, urgent, qu'il faut élucider dans les 24 heures. Mais ce manuscrit est court et intimement lié à l'affaire. Avec votre permission, je vais vous le lire. Holmes s'enfonça dans son fauteuil, joignit les mains et ferma les yeux dans une attitude résignée. Le docteur Mortimer exposa le document à la lumière et lut d'une voix claire et sonore le curieux récit suivant. On a parlé souvent du chien des Baskerville. Comme je descends en ligne directe Hugo Baskerville, et que je tiens cette histoire de mon père, qui la tenait lui-même du sien, je l'ai écrite avec une conviction sincère en sa véracité. Je voudrais que mes descendants crussent que la même justice qui punit le péché sait aussi le pardonner miséricordieusement, et qu'il n'existe pas de si terrible malédiction que ne puisse racheter le repentir et les prières. Je voudrais que, pour leur salut, mes petits-enfants apprissent non pas à redouter les suites du passé, mais à devenir plus circonspects dans l'avenir et à réprouver les détestables passions qui ont valu à notre famille de si douloureuses épreuves. Au temps de notre grande révolution, le manoir de Baskerville appartenait à Hugo, de ce nom, homme impie et dissolu. Ses voisins lui auraient pardonné ses défauts, car la contrée n'a jamais produit de saint, mais sa cruauté et ses débauches étaient devenues proverbiales dans la province. Il arriva que Hugo s'éprit d'amour, si dans ce cas l'emploi de ce mot ne constitue pas une profanation, pour la fille d'un cultivateur voisin. La demoiselle, réservée et de bonne réputation, l'évitait, effrayée par son mauvais renom. Une veille de Saint-Michel, Hugo, de concert avec 5 ou 6 de ses compagnons de plaisir, se rendit à la ferme et enleva la jeune fille en l'absence de son père et de ses frères. Ils la conduisirent au château et l'enfermèrent dans un donjon. Puis ils descendirent pour achever la nuit en faisant ripaille selon leur coutume.
De sa prison, la pauvre enfant frissonnait au bruit des chants et des blasphèmes qui montaient jusqu'à elle. Dans sa détresse, elle tenta ce qui aurait fait reculer les plus audacieux. À l'aide du lierre qui garnissait le mur, elle se laissa glisser le long de la gouttière et s'enfuit par la lande vers la maison de son père, distante d'environ 3 lieues. Quelque temps après, Hugo quitta ses amis pour monter un peu de nourriture à sa prisonnière. Il trouva la cage vide et l'oiseau envolé. Alors, on l'aurait dit possédé du démon. Dégringolant l'escalier, il entra comme un fou dans la salle à manger, sauta sur la table et jura devant toute la compagnie que si cette nuit même il pouvait s'emparer de nouveau de la fugitive, il se donnerait au diable corps et âme. Tous les convives le regardaient ahuris. À ce moment, l'un d'eux, plus méchant ou plus ivre que les autres, proposa de lancer les chiens sur les traces de la jeune fille. Hugo sortit du château, ordonna au valet d'écurie de sceller sa jument, au piqueur de lâcher la meute, et après avoir jeté au chien un mouchoir de la prisonnière, il les mit sur le pied. L'homme en jurant, les bêtes en hurlant, dévalèrent vers la plaine sous la clarté morne de la lune. Tout ceci s'était accompli si rapidement que tout d'abord les convives ne comprirent pas. Mais bientôt la lumière se fit dans leur esprit. Ce fut alors un vacarme infernal. Les uns demandaient leur pistolet, les autres leur cheval, ceux-ci de nouvelles bouteilles de vin. Enfin, le calme rétabli, la poursuite commença. Les chevaux couraient ventre à terre sur la route que la jeune fille avait dû prendre pour rentrer directement chez elle. Les amis de Hugo galopaient depuis 2 kilomètres quand ils rencontrèrent un berger qui faisait paître son troupeau sur la lande. En passant, ils lui crièrent s'il avait vu la bête de chasse. On raconte que la peur empêcha l'homme de répondre immédiatement. Cependant, il finit par dire qu'il avait aperçu l'infortunée jeune fille poursuivie par les chiens. « J'ai vu plus que cela, ajouta-t-il. J'ai vu galoper en silence sur les talons du sire de Baskerville un grand chien noir que je prie le ciel de ne jamais découpler sur moi. » Les ivrognes envoyèrent le berger à tous les diables et continuèrent leur course. Mais le sang se figea bientôt dans leurs veines. Le galop d'un cheval résonna sur la lande, et la jument de Hugo, toute blanche d'écume, passa près d'eux, les rênes flottantes, la selle vide. Dominés par la peur, les cavaliers se serrèrent les uns contre les autres, mais ils ne cessèrent pas la poursuite, quoique chacun, s'il eût été seul, eût volontiers tourné bride. Ils arrivèrent enfin sur les chiens. La meute était réputée pour sa vaillance et ses bonnes qualités de race. Cependant, les chiens hurlaient lugubrement autour d'un buisson poussé sur le bord d'un profond ravin. Quelques-uns faisaient mine de s'éloigner, tandis que d'autres, le poil hérissé, les yeux en fureur, regardaient en bas dans la vallée. La compagnie, complètement dégrisée, s'arrêta. Personne n'osant avancer, les 3 plus audacieux descendirent le ravin. La lune éclairait faiblement l'étroite vallée formée par le fond de la gorge. Au milieu, la pauvre jeune fille gisait inanimée, à l'endroit où elle était tombée, morte de fatigue ou de peur. Ce ne fut ni son cadavre, ni celui de Hugo, étendu sans mouvement à quelques pas de là, qui effraya le plus les 3 sacripants.
Ce fut une horrible bête noire, de grande taille, ressemblant à un chien, mais un chien ayant des proportions jusqu'alors inconnues. La bête tenait ses crocs enfoncés dans la gorge de Hugo. Au moment où les trois hommes s'approchaient, elle arracha un lambeau de chair du cou de Baskerville et tourna vers eux ses prunelles de feu et sa gueule rouge de sang. Oh, le trio, secoué par la peur, s'enfuit en criant. On prétend que l'un des trois hommes mourut dans la nuit. Les deux autres restèrent frappés de folie jusqu'à leur mort. C'est ainsi, mes enfants, que l'on raconte la première apparition du chien qui, depuis cette époque, a, dit-on, si cruellement éprouvé notre famille. J'ai écrit cette histoire parce que les amplifications et les suppositions inspirent toujours plus de terreur que les choses parfaitement définies. Plusieurs membres de la famille, on ne peut le nier, ont péri de mort violente, subite et mystérieuse. Aussi devons-nous nous confier à l'infinie bonté de la Providence, qui punit rarement l'innocent au-delà de la troisième ou de la quatrième génération, ainsi qu'il est dit dans l'Écriture sainte. Je vous recommande à cette providence, mes chers enfants, et je vous conseille d'éviter par mesure de prudence de traverser la lande aux heures obscures où l'esprit du mal chemine. De Hugo Baskerville à ses fils Roger et John, sous la recommandation expresse de n'en rien dire à leur sœur Elisabeth. Lorsque le docteur Mortimer eut achevé sa lecture, il remonta ses lunettes sur son front et regarda Sherlock Holmes. Ce dernier bâilla, jeta le bout de sa cigarette dans le feu et demanda laconiquement « Eh bien, vous ne trouvez pas ce récit intéressant ?»« Si, pour un amateur de contes de fées. » Mortimer sortit de sa poche un journal soigneusement plié. « Maintenant, monsieur Holmes, fit-il, je vais vous lire quelque chose de plus récent. C'est un numéro de la Devon Country Chronicle, publié le 14 mai de cette année, contenant les détails de la mort de Sir Charles Baskerville, survenu quelques jours avant cette date. Mon ami prit une attitude moins indifférente. Le docteur ajusta ses lunettes et commença. La mort récente de Sir Charles Baskerville, désigné comme le candidat probable du Parti libéral aux prochaines élections du Mid-Devon, a attristé tout le comté. Quoique Sir Charles n'ait résidé à Baskerville Hall que peu de temps, l'amabilité de ses manières et sa grande générosité lui avaient gagné l'affection et le respect de tous ceux qui le connaissaient. En ces temps de nouveaux riches, il est réconfortant de voir des rejetons d'anciennes familles, ayant traversé de mauvais jours, reconstituer leur fortune et restaurer l'antique grandeur de leur maison. On sait que Sir Charles avait gagné beaucoup d'argent dans l'Afrique du Sud. Plus sage que ceux qui poursuivent leurs spéculations jusqu'à ce que la chance tourne contre eux, il avait réalisé ses bénéfices et était revenu en Angleterre. Il habitait Baskerville depuis 2 ans et nourrissait le grandiose projet de reconstruire le château et d'améliorer le domaine, projet que la mort vient d'interrompre. N'ayant pas d'enfants, il voulait que tout le pays profitât de sa fortune, et ils sont nombreux ceux qui déplorent sa vie prématurée. Nous avons souvent relaté dans ces colonnes ses dons généreux à toutes les œuvres charitables du comté.
L'enquête n'a pu préciser les circonstances qui ont entouré la mort de Sir Charles Baskerville, mais au moins elle a dissipé certaines rumeurs engendrées par la superstition publique. Sir Charles était veuf. Il passait pour quelque peu excentrique. Malgré sa fortune considérable, il vivait très simplement. Son personnel domestique consistait en un couple nommé Barrymore, le mari servant de valet de chambre et la femme de bonne à tout faire. Leur témoignage, confirmé par celui de plusieurs amis, tend à montrer que depuis quelque temps la santé de Sir Charles était fort ébranlée. Il souffrait de troubles cardiaques, se manifestant par des altérations du teint, de la suffocation et des accès de dépression nerveuse. Le docteur Mortimer, ami et médecin du défunt, a témoigné dans le même sens. Les faits sont d'une grande simplicité. Tous les soirs, avant de se coucher, Sir Charles avait l'habitude de se promener dans la fameuse allée des Ifs de Baskerville Hall. La déposition des époux Barrymore l'a pleinement établi. Le 4 mai, Sir Charles fit part de son intention bien arrêtée de partir le lendemain pour Londres. Il donna l'ordre à Barrymore de préparer ses bagages. Le soir, il sortit pour sa promenade nocturne, pendant laquelle il fumait toujours un cigare. On ne le vit pas revenir. À minuit, Barrymore, trouvant encore ouverte la porte du château, s'alarma, et allumant une lanterne, il se mit à la recherche de son maître. Il avait plu dans la journée, les pas de Sir Charles s'étaient imprimés dans l'allée. Au milieu de cette allée, une porte conduit sur la lande. Des empreintes plus profondes indiquaient que Sir Charles avait stationné à cet endroit. Ensuite, il avait dû reprendre sa marche, car on ne retrouva son cadavre que beaucoup plus loin. Il est un point de la déclaration de Barrymore qui reste encore inexplicable. Il paraîtrait que la forme des empreintes s'était modifiée à partir du moment où Sir Charles Baskerville avait repris sa promenade. Il semble n'avoir pu marcher que sur la pointe des pieds. Un certain Murphy, un bohémien, se trouvait à cette heure tout près de là, sur la lande. Mais, d'après son propre aveu, il était complètement ivre. Il déclare cependant avoir entendu des cris sans pouvoir indiquer d'où ils venaient. On a découvert sur le corps de Sir Charles aucune trace de violence, quoique le rapport du médecin mentionne une convulsion anormale de la face, convulsion telle que le docteur Mortimer s'est refusé tout d'abord à reconnaître dans le cadavre le corps de son ami. On a remarqué fréquemment ce symptôme dans les cas de dyspnée et de mort occasionnée par l'usure du cœur. L'autopsie a corroboré ce diagnostic et le jury du coroner a rendu un verdict conforme aux conclusions du rapport médical. Nous applaudissons à ce résultat. Il est en effet de la plus haute importance que l'héritier de Sir Charles s'établisse au château et continue l'œuvre de son prédécesseur si tristement interrompue. Si la décision prosaïque du coroner n'avait pas définitivement détruit les histoires romanesques murmurées dans le public à propos de cette mort, on aurait pu louer Baskerville Hall. L'héritier du défunt, s'il vit encore, est M. Henry Baskerville, fils du plus jeune frère de Sir Charles. Les dernières lettres du jeune homme étaient datées d'Amérique. On a télégraphié dans toutes les directions pour le prévenir de l'héritage qui lui échouera.
Le docteur Mortimer replia son journal et le replaça dans sa poche. « Tels sont les faits de notoriété publique, monsieur Holmes, dit-il. »« Je vous remercie, dit Sherlock, d'avoir appelé mon attention sur ce cas certainement intéressant par quelques points. Ainsi donc, cet article résume tout ce que le public connaît. » « Oui. » « Apprenez-moi maintenant ce qu'il ne connaît pas. » Holmes se renversa de nouveau dans son fauteuil, et son visage reprit son expression grave et impassible. En obtempérant à votre désir, fit le docteur Mortimer, qui commençait déjà à donner les signes d'une violente émotion, je vais vous raconter ce que je n'ai confié à personne. Je me suis tu devant le coroner parce qu'un homme de science y regarde à 2 fois avant d'endosser une superstition populaire. Moi aussi, je crois qu'il serait impossible de louer Baskerville Hall si quelque chose venait en augmenter l'horrible réputation. Pour ces 2 raisons, j'en ai dit moins que je n'en savais. Il ne pouvait en résulter pratiquement rien de bon. Mais avec vous, je n'ai plus les mêmes motifs de garder le silence. Et Mortimer nous fit le récit suivant. La lande est presque inhabitée et ceux qui vivent dans le voisinage les uns les autres sont étroitement liés ensemble. Voilà la raison de mon intimité avec Sir Charles Baskerville. À l'exception de M. Frankland de Lofter Hall et de M. Stapleton, le naturaliste, il n'y a pas à plusieurs milles à la ronde de gens bien élevés. Et Sir Charles se plaisait dans la retraite, mais sa maladie opéra entre nous un rapprochement qu'un commun amour de la science cimenta rapidement. Il avait rapporté du sud de l'Afrique un grand nombre d'observations scientifiques, et nous avons passé ensemble plus d'une bonne soirée à discuter l'anatomie comparée du Bushman et du Hottentot. Pendant les derniers mois de sa vie, je constatais la surexcitation progressive de son système nerveux. La légende que je viens de vous lire l'obsédait à tel point que rien au monde n'aurait pu l'amener à franchir la nuit la grille du château. Oui, quelque incroyable que cela vous paraisse, il était sincèrement convaincu qu'une terrible fatalité pesait sur sa famille et, malheureusement, les archives de sa maison étaient peu encourageantes. La pensée d'une présence occulte incessante le hantait. Bien souvent, il me demanda si, au cours de mes sorties nocturnes, je n'avais jamais aperçu d'être fantastique, ni entendu d'aboiements de chiens. Il renouvela maintes fois cette dernière question, et toujours d'une voix vibrante d'émotion. Je me souviens parfaitement d'un incident qui a précédé sa mort de quelques semaines. Un soir, j'arrivai au château en voiture. Par hasard, Sir Charles se trouvait sur sa porte. J'étais descendu de mon Tilbury et je lui faisais face. Tout à coup, ses regards passèrent par-dessus mon épaule et j'y lus aussitôt une expression de terreur. Je me retournai juste à temps pour distinguer confusément au détour de la route quelque chose que je pris pour un énorme veau noir. Et cette apparition émut tellement Sir Charles qu'il courut à l'endroit où il avait vu l'animal et qu'il le chercha par tous les yeux. Mais la bête avait disparu. Cet incident produisit une déplorable impression sur son esprit. Je passai toute la soirée avec lui, et ce fut pour expliquer l'émotion ressentie
qu'il confia à ma garde l'écrit que je vous ai lu. Ce petit épisode n'a d'importance que par la tragédie qui a suivi. Sur le moment, je n'y en attachais aucune, et je jugeais puérile l'exaltation de mon ami. Enfin, sur mes instances, Sir Charles se décida à partir pour Londres. Le cœur était atteint et la constante angoisse qui le poignait, quelque chimérique qu'en fût la cause, avait une répercussion sur sa santé. Je pensais que les distractions de la ville le remettraient promptement. M. Stapleton, consulté, opina dans le même sens. Au dernier instant, la terrible catastrophe se produisit. La nuit du décès de Sir Charles Baskerville, Barrymore, le valet de chambre, qui avait fait la lugubre découverte, m'envoya chercher par un homme d'écurie. Je n'étais pas encore couché, et 1 heure plus tard, j'arrivais au château. Je contrôlais tous les faits mentionnés dans l'enquête. Je suivis la trace des pas dans l'allée des Ifs, et je vis à la grille l'endroit où le défunt s'était arrêté. À partir de cet endroit, je remarquai la nouvelle forme des empreintes. Sur le sable fin, il n'y avait d'autres pas que ceux de Barrymore, puis j'examinai attentivement le cadavre auquel on n'avait pas encore touché. Sir Charles était étendu, la face contre terre, les bras en croix, les doigts crispés dans le sol, et les traits tellement convulsés sous l'empire d'une violente émotion que j'aurais à peine osé certifier son identité. Le corps ne portait aucune blessure, mais la déposition de Barrymore était incomplète. Il a dit qu'auprès du cadavre, il n'existait nulle trace de pas. Il n'en avait pas vu. Elles ne m'ont pas échappé à moi, nettes et fraîches, à quelque distance du lieu de la scène. Des empreintes de pas? Oui, des empreintes de pas. D'hommes ou de femmes? Mortimer nous considéra une seconde d'une façon étrange. Sa voix n'était plus qu'un faible murmure quand il répondit « Monsieur Holmes, j'ai reconnu l'empreinte d'une patte de chien gigantesque. » Chapitre 3 – Le problème. Je confesse que ces mots me causèrent un frisson. Il y avait dans la voix du docteur Mortimer un tremblement qui prouvait que son propre récit l'avait profondément ému. Penché en avant, Holmes l'écoutait, avec dans les yeux cette lueur qui décèle toujours chez lui un vif intérêt. « Vous avez vu cela ?» interrogea-t-il. « Oh, si nettement que je vous vois. » « Et vous n'en avez rien dit ?»« Pourquoi en aurais-je parlé ?»« Mais comment expliquez-vous que vous soyez le seul à avoir remarqué ces empreintes ?» Elles commençaient seulement à une vingtaine de mètres du cadavre. Personne n'y avait fait attention. Si je n'avais pas connu la légende, il est probable que j'aurais agi comme tout le monde. Y a-t-il beaucoup de chiens de berger sur la lande? Oh oui, beaucoup, mais celui-là n'était pas un chien de berger. Vous dites que vous le jugez de grande taille, énorme, et qu'il n'avait pas approché le cadavre? Non. Quelle nuit faisait-il? Humide et froide. Pleuvait-il? Non. Décrivez-moi l'allée des Ifs. Elle est formée par une double rangée de vieux ifs, hauts de 12 pieds et absolument impénétrables.
On se promène sur la partie comprise entre les arbustes, large de 8 pieds. Entre les ifs et cette partie sablée, sans doute, n'y a-t-il rien? Si, il existe de chaque côté une bande de gazon d'environ 6 pieds. La bordure d'if, m'avez-vous dit, est coupée par une porte. Oui, qui donne accès sur la lande. Il n'y a pas d'autre ouverture. Aucune. De telle sorte qu'on n'arrive à l'allée des ifs que par la maison ou par cette porte. Oh, on peut également s'y rendre par une serre construite à l'extrémité de l'allée. Sir Charles a-t-il poussé sa promenade jusque-là? Oh non, 50 mètres le séparaient encore de cette serre. Maintenant, voudriez-vous me dire, docteur Mortimer, et ce détail a son importance, si les empreintes que vous avez relevées se trouvaient sur le sable de l'allée ou sur le gazon? Je n'ai pu distinguer aucune empreinte sur le gazon. Mais existait-elle seulement sur le même côté que la porte? Oui, sur le bord de l'allée sablée du même côté que la porte. Vous m'intéressez excessivement. Autre chose, cette porte était-elle fermée? Fermée et cadenassée. Quelle est sa hauteur? 4 pieds. Alors, quelqu'un aurait pu la franchir, facilement. Près de la porte, y avait-il des marques particulières? Non. A-t-on fait des recherches de ce côté? Non, personne autre que moi. Et vous n'avez rien découvert? Sir Charles avait dû piétiner sur place. Évidemment, il était resté en cet endroit 5 ou 10 minutes. Comment le savez-vous? Parce que 2 fois, les cendres de son cigare se sont détachées. Oh, très bien déduit, approuva Holmes. Watson, reprit-il, voici un collègue selon notre cœur. Mais ces marques... Oh, le piétinement les avait rendues confuses. En dehors de l'empreinte des pas de Sir Charles, il m'a été impossible d'en distinguer d'autres. De sa main, Sherlock Holmes frappa son genou dans un geste d'impatience. « Encore, si j'avais été là !» s'écria-t-il. « Le cas m'apparaît d'un intérêt palpitant. Cette page de gravier sur laquelle j'aurais pu lire tant de choses, la pluie et le sabot des paysans curieux l'auront fait indéchiffrable. Ah, docteur Mortimer, pourquoi ne m'avez-vous pas appelé? Vous êtes bien coupable. » Ben, je ne pouvais vous appeler, monsieur Holmes, sans révéler tous ces faits, et je vous ai déjà donné les raisons pour lesquelles je désirais garder le silence. D'ailleurs, et pourquoi cette hésitation? Dans certains domaines, le détective le plus expérimenté, le plus subtil, demeure impuissant. Insinuez-vous que ces faits appartiennent au domaine surnaturel? Je ne le dis pas positivement. Mais vous le pensez, évidemment. Depuis le drame, M. Holmes, on m'a raconté divers incidents qu'il est malaisé de classer parmi les événements naturels. Par exemple, j'ai appris qu'avant la terrible nuit, plusieurs personnes ont vu sur la lande un animal dont le signalement se rapportait à celui du démon de Baskerville. L'animal ne rentre dans aucune espèce cataloguée.
On convient qu'il avait un aspect épouvantable, fantastique, spectral. J'ai questionné ces gens, un paysan obtus, un maréchal ferrant et un fermier. Aucun n'a varié sur le portrait de la sinistre apparition. Elle incarnait bien exactement le chien vomi par l'enfer, d'après la légende. La terreur règne dans leur district en souveraine maîtresse. Il pourrait se vanter d'être téméraire, celui qui s'aventurerait la nuit sur la lande. Et vous, un homme de science, vous admettez une manifestation surnaturelle? Je ne sais que croire. Holmes haussa les épaules. Jusqu'ici, dit-il, j'ai mené mes investigations aux choses de ce monde. Dans la limite de mes faibles moyens, j'ai combattu le mal, mais ce serait une tâche bien ambitieuse que de s'attaquer au démon lui-même. Cependant, il vous faut bien admettre la matérialité des empreintes. Le chien originel était assez matériel pour déchiqueter le cou d'un homme, et néanmoins il était bien d'essence infernale. Je vois que vous avez passé aux partisans du surnaturel. Maintenant, répondez encore à ceci. Puisque vous pensez ainsi, pourquoi êtes-vous venu me consulter? Vous me demandez en même temps de ne pas rechercher les causes de la mort de Sir Charles Baskerville, et vous me priez de m'occuper de ces recherches. Je ne vous en ai pas prié. Alors en quoi puis-je vous aider? En m'indiquant l'attitude que je dois garder vis-à-vis de Sir Henry Baskerville, qui arrive à Waterloo Station, et ici le docteur Mortimer tira sa montre, dans 1h15. Est-ce lui qui hérite? Oui, à la mort de Sir Charles, nous avons fait une enquête sur ce jeune homme, et nous avons appris qu'il se livrait à l'agriculture au Canada. Les renseignements fournis sur son compte sont excellents à tous égards. Je ne parle pas à cette heure comme le médecin, mais comme l'exécuteur testamentaire de Sir Charles Baskerville. Il n'y a pas d'autres prétendants à la fortune du défunt, je présume. Non, pas d'autres. Le seul parent dont nous ayons pu retrouver la trace se nomme, ou mieux, se nommait Roger Baskerville. Il était le 3e frère de Sir Charles. Le second frère, mort jeune, n'a eu qu'un fils, Henry, et on considérait le 3e frère, Roger, comme la brebis galeuse de la famille. Il perpétuait l'ancien type des Baskerville et continuait, m'a-t-on affirmé, les errements du vieil Hugo. Le séjour de l'Angleterre lui paraissant malsain, il s'expatria dans l'Amérique centrale, où il mourut de la fièvre jaune en 1876. Henry est donc le dernier des Baskerville. Dans 1h05, je le rencontrerai à Waterloo Station. Il m'a télégraphié de Southampton qu'il arriverait ce matin. Mais que dois-je faire, monsieur Holmes? Pourquoi n'irait-il pas dans la demeure de ses ancêtres? Cela semble tout naturel, n'est-ce pas? Et cependant, il faut se souvenir que les Baskerville qui ont habité le château ont tous péri de mort violente. J'ai la conviction que, si Sir Charles avait pu me parler avant son décès, il m'aurait instamment recommandé de ne pas y conduire le dernier représentant de sa race et l'héritier de sa grande fortune. D'autre part, il est incontestable que la prospérité de ce misérable pays dépend absolument de la présence de Sir Henry. Tout le bien commencé par Sir Charles sera perdu si le château reste désert.
Je suis venu vous demander un avis, monsieur Holmes, parce que je crains de me laisser entraîner par mon intérêt, trop évident en l'espèce. Holmes resta songeur pendant un moment. Puis il dit « En d'autres termes, voici quelle est votre opinion. Vous estimez qu'une influence diabolique rend le séjour de Dartmoor insalubre au Baskerville. Ai-je bien exprimé votre pensée? Ne suis-je pas fondé à le prétendre? J'en conviens, mais si votre théorie sur le surnaturel est exacte, notre jeune homme peut aussi bien en subir les effets à Londres que dans le Devonshire. J'ai peine à admettre un diable dont les pouvoirs s'arrêteraient aux limites d'une paroisse, tout comme ceux d'un conseil de fabrique. Vous traiteriez probablement la question plus sérieusement, monsieur Holmes, si vous viviez en contact permanent avec ces choses-là. Ainsi, d'après vous, ce jeune homme ne courrait pas plus de danger dans le Devonshire qu'à Londres. Il arrivera dans 50 minutes. Que me conseillez-vous de faire? Oh, je vous conseille de prendre un cab, d'appeler votre caniche qui gratte à ma porte d'entrée et d'aller au-devant de Sir Henry Baskerville à Waterloo Station. Et ensuite, vous ne lui direz rien jusqu'à ce que j'aie réfléchi. Et combien de temps comptez-vous réfléchir? 24 heures. Docteur Mortimer, je vous serai très reconnaissant de revenir me voir ici demain matin à 10 heures. Pour mes dispositions futures, j'aurai besoin que vous m'ameniez avec vous, Sir Henry. Oh, comptez-y, monsieur Holmes. Le docteur Mortimer griffonna le rendez-vous sur sa manchette et sortit. Holmes l'arrêta sur le haut de l'escalier. « Encore une question, docteur Mortimer. Vous m'avez dit qu'avant la mort de Sir Charles Baskerville, plusieurs personnes n'avaient aperçu sur la lande l'étrange apparition. »« Oui, 3 personnes. »« L'a-t-on revue après ?»« Oh, je n'en ai plus entendu parler. »« Merci, au revoir. » Holmes retourna s'asseoir avec cet air de satisfaction interne qui signifiait qu'il entrevoyait une tâche agréable. « Sortez-vous, Watson » me demanda-t-il. « Oui, à moins que je ne vous sois de quelque utilité. »« Non, mon cher ami, je ne réclame votre concours qu'au moment d'agir. » Savez-vous que cette affaire est superbe, unique en son genre, à certains points de vue? Lorsque vous passerez devant la boutique de Bradley, priez-le donc de m'envoyer une livre de son tabac le plus fort. Vous seriez bien aimable de me laisser seul jusqu'à ce soir. Nous nous communiquerons alors nos impressions sur le très intéressant problème que nous a soumis ce matin le docteur Mortimer. Holmes aimait à s'isoler ainsi pendant les heures de contention mentale autour desquelles il pesait le pour et le contre des choses. Il édifiait alors des théories contradictoires, les discutait et fixait son esprit sur les points essentiels. Je passai mon après-midi au cercle et ne repris que le soir le chemin de Baker Street. Il était près de 9 heures lorsque je me retrouvai assis dans le salon de Sherlock Holmes. En ouvrant la porte, ma première impression fut qu'il y avait le feu à la maison. La fumée obscurcissait tellement la pièce qu'on voyait à peine la flamme de la lampe placée sur la table. Je fis quelques pas dans le salon et mes craintes s'apaisèrent aussitôt. Ce n'était que la fumée produite par un tabac grossier. Elle me saisit à la gorge et me fit tousser. Enfin, à travers cet épais nuage,
je finis par découvrir Holmes enveloppé dans sa robe de chambre, enfoui dans un large fauteuil, et tenant entre ses dents le tuyau d'une pipe en terre très culottée. Plusieurs rouleaux de papier jonchaient le tapis autour de lui. « Pris froid, Watson ?» dit-il. « Non, non, cette atmosphère empoisonnée. Oh, elle doit être en effet un peu épaisse. » « Épaisse, mais elle est irrespirable. » « Eh bien, ouvrez la fenêtre. Je parie que vous n'avez pas bougé de votre cercle. » « Mon cher Holmes, certainement, mais comment ?» Sherlock Holmes se moqua de mon ahurissement. « Vous êtes d'une naïveté délicieuse, dit-il. Cela me réjouit d'exercer à vos dépens les modestes dons que je possède. Voyons, un monsieur auquel on ne connaît pas d'amis intimes sort par un temps pluvieux, boueux. Il revient le soir immaculé, le chapeau et les bottines aussi luisants que le matin. Qu'en concluiriez-vous? Qu'il a été cloué quelque part toute la journée, n'est-ce pas évident? Ouais, en effet, c'est plutôt évident. Il y a de par le monde une foule de choses évidentes que personne n'observe. Et moi, vous croyez-vous que je sois allé? Oh, vous êtes également resté cloué ici. Erreur. J'ai visité le Devonshire. À part la pensée, oui, mon corps n'a pas quitté ce fauteuil et a consommé en l'absence de ma pensée, oh, j'ai le regret de le constater, la valeur de 2 grands bols de café et une incroyable quantité de tabac. Après votre départ, j'ai envoyé chercher à Stamford la carte officielle de la lande de Dartmoor et mon esprit l'a parcouru en tous sens. À cette heure, je me flatte de pouvoir y retrouver mon chemin sans guide. Cette carte est donc établie à une grande échelle, très grande. Holmes en déplia une partie qu'il tint ouverte sur ses genoux. Voici le district qui nous intéresse, fit-il. Là, au centre, vous apercevez Baskerville Hall. Ah, avec cette ceinture de bois, oui. Bien que l'allée des Ifs ne soit désignée par aucun nom, je jurerais qu'elle s'étend le long de cette ligne, avec la lande à droite. Ici, cet amas de maisons représente le hameau de Grimpen, où notre ami le docteur Mortimer a installé son quartier général. Constatez que dans un rayon de 6 kilomètres, il n'y a que de rares habitations. Voici encore Lefter Hall dont il est question dans le vieux grimoire. La construction indiquée plus loin doit abriter le naturaliste Stapleton, si je me souviens bien de son nom. Enfin, j'aperçois 2 fermes, Elite, Thor et Fulmere. À 14 miles de là se dresse la prison de Princeton. Autour et entre ces quelques maisons se déroule la lande, morne, désolée. C'est là que se passa le drame, et c'est là que nous essaierons de le reconstituer. L'endroit est sauvage? Oh, plutôt, si le diable désirait se mêler des affaires des hommes. Ah, ainsi donc, vous aussi, vous penchez vers une intervention surnaturelle? Le diable ne peut-il pas se servir d'agents en chair et en os? Dès le début, 2 questions se dressent devant nous. La première, y a-t-il eu crime? La seconde, quel est ce crime et comment l'a-t-on commis? Si les conjectures du docteur Mortimer sont fondées, et si nous nous trouvons en présence de forces échappant aux lois ordinaires de la nature, certes le mieux est de ne pas pousser plus loin nos investigations.
Mais nous devons épuiser toutes les autres hypothèses afin de nous arrêter à celle-ci. Ah, nous ferions bien de fermer ces fenêtres. Qu'en pensez-vous? Je reconnais que je suis bizarre, mais il me semble qu'une concentration d'atmosphère favorise toujours une concentration de pensée. Je ne vais pas jusqu'à m'enfermer dans une boîte pour réfléchir. Ce serait cependant la conséquence logique de mes convictions. Et de votre côté, avez-vous creusé l'affaire? Oui, beaucoup, pendant le cours de la journée. Et quelle est votre opinion? Je me déclare fort embarrassé. Cette affaire ne ressemble pas en effet à toutes les autres. Elle en diffère par plusieurs points. Ce changement dans les empreintes de pas, par exemple, comment l'expliquez-vous? Mortimer dit que Sir Charles Baskerville a parcouru une partie de l'allée sur la pointe des pieds. Oh, il n'a fait que répéter la déclaration de quelque imbécile au courant de l'enquête. Pourquoi se promènerait-on dans une allée sur la pointe des pieds? Alors, il courait, Watson. Sir Charles courait désespérément. Il courait pour se sauver, jusqu'au moment où la rupture d'un anévrisme l'a jeté la face contre terre. Mais pourquoi fuyait-il? Ah là, j'ai le problème. Des indices me portent à croire qu'il était déjà terrassé par la peur avant même de commencer à courir. Mais sur quelle preuve appuyez-vous ce raisonnement? J'admets que la cause de sa peur se trouvait sur la lande. S'il en était ainsi, et cela paraît probable, seul un homme affolé aurait couru en tournant le dos à sa maison au lieu de se diriger vers elle. Et si l'on tient pour véridique le récit du bohémien, Sir Charles courait en appelant au secours dans la direction où il était le plus improbable qu'il lui en arrivât. Et puis qu'attendait-il cette nuit-là? Pourquoi attendait-il dans l'allée des Ifs plutôt qu'au château? Vous croyez qu'il attendait quelqu'un? Le docteur Mortimer nous a montré un Sir Charles Baskerville vieux et infirme. Nous pouvons accepter les promenades vespérales, mais ce soir-là, le sol était humide et la nuit froide. Est-il admissible qu'il se soit arrêté pendant 5 ou 10 minutes, ainsi que le docteur Mortimer, avec une sagacité que je ne lui soupçonnais pas, l'a déduit très logiquement de la chute des cendres de son cigare? Puisqu'il sortait tous les soirs. Ah, il ne me paraît pas très vraisemblable qu'il s'attardât tous les soirs à la porte donnant sur la lande. Toutes les dépositions, au contraire, indiquent qu'il évitait cette lande. Or, cette nuit-là, il s'était posté à cet endroit, et il partait le lendemain pour Londres. La chose prend corps, Watson. Elle devient cohérente. Voulez-vous me passer mon violon? Ne pensons plus à cette affaire pour le moment, et attendons la visite du docteur Mortimer et de Sir Henry Baskerville.